C'est quoi ça? Viens voir. C'était pas là avant, ça? Tu crois qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? Aujourd'hui, on va analyser le portrait du président de la... Quoi, ça? Oui, on a fait un décor un peu minimaliste. On est fiers de vous présenter notre tout premier décor totalement DIY, le cabinet de curiosité de Palace Athénée. Aujourd'hui, on vous parle d'une technique pour analyser une image et on prend comme exemple le portrait de Monsieur le Président de la République. Mais ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti, ce portrait. Oui, bon, vaut mieux se hâter lentement des fois. Pendant mes études d'histoire de l'art, j'ai appris une méthode pour analyser les peintures. D'habitude, ça s'applique pas trop aux photos, mais dans le cas d'un portrait présidentiel, je trouve que ça colle plutôt bien. Première question à se poser, qu'est-ce qu'une image? Une représentation visuelle? Exactement, visuelle, c'est-à-dire que les 4 autres sens sont exclus. Donc, une image est forcément une représentation fragmentaire de la réalité. D'autant plus qu'une image est limitée dans l'espace, puisqu'elle est cadrée, et qu'elle n'a pas de profondeur. C'est pas très sympa pour le président, ça. L'artiste va donc essayer de restituer les dimensions perdues de la réalité, et si possible, d'ajouter de nouvelles significations. Pour ça, il va utiliser plusieurs artifices qu'on va essayer de décoder maintenant. Voilà comment on va procéder. Dans un premier temps, on va analyser l'œuvre dans sa bidimensionnalité, c'est-à-dire dans sa planéité. Dans un deuxième temps, on va analyser l'œuvre dans sa tridimensionnalité, c'est-à-dire dans la profondeur. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. T'inquiète pas, ça va s'éclaircir. D'abord, on se pose un certain nombre de questions. Qui a décidé du format et des dimensions de l'image? Est-ce le président lui-même et son équipe? Ou y a-t-il une norme? La photo est un rectangle étiré en longueur, ce qui est relativement traditionnel dans le cas d'un portrait présidentiel. Regardez Chirac, Mitterrand, Pompidou, De Gaulle. Pourtant, ce n'est pas une norme, puisque Giscard a innové avec un portrait étiré en largeur. Si on remonte plus loin, on peut trouver des portraits de rois de forme ovale. On appelle ce type de portrait des tondi, ou tondo au singulier. Mais le format de la photographie étant contraint, il permet plus difficilement ce genre d'excentricité. Deuxième question, est-ce que la destination du tableau détermine ses dimensions? Est-ce que le format du tableau est adapté au sujet représenté? Le portrait du président n'est pas un unicum. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi un unicum? Un unicum, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, quelque chose d'unique. Le portrait du président est destiné à être reproduit en plusieurs exemplaires pour orner les mairies ou d'autres bâtiments publics. Le maire exerce son office sous l'autorité du président de la République. Le portrait du président ne doit donc pas être accroché n'importe où ou n'importe comment, mais occuper une place d'honneur. Le portrait de Macron n'est pas non plus destiné à rester accroché durablement, puisque, à un moment, le président finira par quitter ses fonctions. Il doit être donc détachable relativement facilement. Logiquement, il ne faudra donc pas l'encastrer dans un décor où on ne pourra le retirer qu'à la scie. Il ne faut pas l'accrocher au plafond, ou le mettre par terre, ce qui serait un manque évident de respect. Ensuite, on va analyser les rappels et les ruptures. Les ruptures sont les lignes qui contredisent le format, alors que les rappels sont celles qui font écho au format. Si le format est ovale, les rappels seront donc les lignes courbes, et les lignes droites seront les ruptures. Pour un format carré, ce sera le contraire. Déterminez dans l'image ce qui prédomine entre les rappels et les ruptures. Par exemple, dans ce portrait de Sarkozy, les rappels sont très majoritaires et viennent apporter une impression de stabilité et de rigidité. Dans le portrait de Macron, on constate beaucoup de rappels. D'ailleurs, les seules ruptures sont les bras, qui viennent apporter une impression de détente. Dans un portrait présidentiel, les ruptures, si elles étaient trop nombreuses, apporteraient une impression de chaos, et ce n'est pas l'effet voulu.
C'est pour ça que les rappels sont majoritaires. Maintenant, on va étudier les effets de proximité et d'éloignement entre vous, le spectateur, et notre président. Quelques questions à se poser. Y a-t-il un obstacle entre vous et le président? Par obstacle, on peut entendre des objets, des meubles ou d'autres personnages. Ensuite, y a-t-il une grande distance entre la position sur le sol du personnage et le bas de l'image? Quelques exemples. Si le personnage est représenté en pied, sur une estrade, en contre-plongée, il est inaccessible et exerce un rapport de domination sur vous. Ici, Louis XIV est à la fois inaccessible et assez proche de nous, car ses pieds sont proches du bas du tableau et qu'il n'y a pas d'obstacle devant lui. Dans ce tableau, le personnage est représenté comme tronqué, assez loin du bas du tableau, il est donc inaccessible et lointain. Dans le portrait officiel de Macron, le président est, contrairement à Louis XIV, représenté relativement accessible et proche. Il est coupé en plan américain et représenté sans effet de contre-plongée. Il n'y a aucun obstacle devant lui, ses bras sont décollés du buste, et il est représenté comme offert au spectateur. Dans cette partie, on va parler de la répartition des masses et des formes, mais sans jamais parler de profondeur. On ne s'occupera pas du nombre de plans ou des effets de perspective. Quelques questions à se poser. Les couleurs sont-elles sombres, éclatantes, pastel, et quel effet est-ce que ça produit? Ici, on a une bonne harmonie des couleurs sombres et claires. La luminosité est surtout apportée par les pointes d'or sur les drapeaux, les objets et le mobilier. Cela produit un effet d'apparat, le président pose au milieu des ors de la République. Quelques autres questions à se poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de pleins et de vides? Est-ce que la scène s'organise autour de lignes géométriques, ou d'un point particulier, sachant que ces lignes géométriques peuvent être visibles ou invisibles? Y a-t-il des effets de symétrie, un axe vertical ou horizontal? Ou décalé sur la droite ou la gauche? Enfin, y a-t-il des motifs géométriques cachés dans le tableau? Le portrait du président est très géométrique, avec un axe de symétrie verticale extrêmement marqué, ce qui donne une impression de stabilité et de rigidité. L'impression de verticalité et de symétrie est d'ailleurs renforcée par les deux drapeaux qui encadrent le président, par les deux fenêtres et ses deux bras de part et d'autre. D'autant plus que le visage et le corps du président sont représentés de manière frontale, un peu comme une icône byzantine. Dans les portraits peints du XVIe au XVIIIe siècle, l'impression de stabilité et de force est en général symbolisée par une colonne bien ancrée dans le sol. De même, dans ce type de portrait, le mouvement est en général symbolisé par les rideaux, qui ici sont remplacés par les drapeaux. Cette mise en scène jupitérienne du président contraste avec le portrait de Nicolas Sarkozy, où le président et le drapeau sont mis sur un pied d'égalité. Elle contraste également avec le portrait de Chirac, où l'on voit le président légèrement décalé sur le côté. Enfin, dernière question pour la route, où est le point de fuite et dans quel sens vont les lignes? Un sens ascendant ou descendant? Ici, le sens ascendant est assez évident, puisque regardez les drapeaux, les flèches montent vers le haut. Maintenant, il est temps d'étudier l'image dans sa profondeur. Enfin, de quelle manière l'œuvre peut-elle être parcourue? Est-ce qu'il y a des effets de restriction spatiale ou de profondeur? Quel rapport le personnage entretient avec les lieux? Est-ce qu'il est dissimulé, enfermé, ou tout le contraire? Pour ça, on va parler d'inscription spatiale et plastique. Les inscriptions spatiales s'effectuent en profondeur, tandis que les inscriptions plastiques s'effectuent sur la surface, sur l'image. Un exemple tout simple, quand vous prenez en photo en touchant le haut de la tour Eiffel, c'est une inscription plastique, puisque vous la touchez pas vraiment. Mais sur l'image, vous la touchez. Les inscriptions plastiques et spatiales peuvent donner des indications importantes sur la signification du tableau. Les inscriptions plastiques en particulier sont parfois porteuses de sens symboliques. Ici par exemple, une horloge touche plastiquement le bras du président sans pour autant le toucher en 3D. Même chose pour les livres. Ces deux inscriptions plastiques servent à suggérer les vertus supposées du président. Sa diligence et sa rapidité pour l'horloge, sa culture littéraire et son instruction pour les livres. Les instruments de mesure du temps sont des symboles qu'on retrouve dans l'allégorie de la diligence, on dirait maintenant de la rapidité, ou dans l'allégorie de l'assiduité. Ici, l'horloge indique 8h20, ce qui est soit très tôt ou très tard, en tout cas en dehors des heures classiques de bureau. Quant aux livres, on les retrouve notamment dans l'allégorie de la philosophie, de la connaissance, du conseil, de l'éloquence ou de la mémoire, autant de qualités qu'il est bon de posséder quand on est président. L'étalage de livres laisse aussi penser que le président défend les arts et les lettres, un peu comme ces mécènes de l'Ancien Régime. Un autre président a choisi de se faire représenter avec un livre ouvert, mais dans les mains lui.
c'est François Mitterrand. Et c'est pas forcément anodin puisque c'est l'un des présidents qui valorisait le plus la culture, la littérature, l'écriture. Ensuite, regardons cet encrier surmonté d'un petit coq. Ce n'est pas une inscription plastique, puisqu'il ne touche pas le bras du président, mais il se trouve dans son alignement. Le choix du coq est malin puisque c'est non seulement le symbole de la France, mais c'est aussi un des symboles de l'étude. Maintenant, regardons s'il y a des décalages plastiques. Un décalage plastique, c'est quand quelqu'un ou quelque chose est inscrit sur deux environnements plastiques différents. En général, un décalage plastique produit un effet dynamique. Ici, le président est à l'intérieur, mais il se détache à la fois sur son bureau et sur l'extérieur, sur la nature, via la fenêtre ouverte. Il est donc inscrit plastiquement sur deux environnements, son bureau, qui signale son dévouement aux fonctions de l'État, et la nature, qui signale son ouverture sur le monde. Ce choix est un compromis intéressant entre l'intérieur et l'extérieur, et témoigne du « en même temps » cher à Macron. Avant lui, les autres présidents français avaient soit opté pour l'intérieur, ou pour l'extérieur. Macron, lui, essaie de concilier les deux visions. Ici, on va se focaliser sur le personnage Macron. Enfin. Comment sont traités ses cheveux, ses vêtements, ses accessoires, les émotions sur son visage? Est-ce qu'il est en mouvement, dynamique, statique? Ou est-ce que de l'énergie se dégage de lui? En gros, repérez les procédés qui vous permettent de lire l'histoire que Macron veut vous raconter. Il faut regarder les procédés qui permettent de lire l'histoire qui se déroule. Ça peut être des postures, des gestes ou autre chose. Macron a le visage concentré mais légèrement souriant. Il incarne sa fonction présidentielle tout en restant accessible. De même, son corps est relativement statique, mais ses mains sur son bureau donnent un effet dynamique, un peu comme s'il allait se soulever d'un instant à l'autre. D'ailleurs, ses poings extrêmement serrés donnent une impression de détermination et de force. Sa posture rappelle plus celle d'un jeune cadre dynamique qu'un président en fait. Quelle indignité. Son costume est sombre et sobre, en même temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il s'habille comme un clown. Pour finir, on va étudier les relations entre le portraituré et le spectateur. Déjà, les relations intentionnelles. Est-ce que le président s'adresse directement au spectateur? Est-ce qu'il lui adresse des gestes? On appelle ces gestes des gestes déictiques. Par exemple, un personnage peut nous pointer du doigt, « I want you for the US Army », ou nous montrer quelque chose. Ou alors, est-ce qu'il y a des personnages admoniteurs, c'est-à-dire des personnages qui se retournent vers nous et nous invitent à regarder une scène? Ici, non, et d'ailleurs c'est assez rare dans les portraits officiels, ça paraîtrait trop brutal, ou trop théâtral, ou trop familier. Dans ce portrait, la communication avec le spectateur se fait par le biais du regard frontal et direct. À partir de Giscard, un timide sourire apparaît sur le visage du président. C'est un signe que la fonction présidentielle s'humanise un petit peu. Pour finir, on va s'intéresser aux relations non intentionnelles cette fois avec le spectateur. Ça peut être un déploiement d'objets, de vêtements, de corps. Ici, on constate une certaine profusion dans le décor, les objets, les symboles, mais on a vu bien pire, notamment au niveau des décorations. Dans ce portrait, Macron arbore une légion d'honneur discrète, contrairement à ses prédécesseurs Pompidou ou De Gaulle, qui eux avaient vraiment apporté toute la quincaillerie. Et ce changement s'est opéré à partir de Giscard, qui finalement est peut-être le président qui a apporté le plus de ruptures dans les portraits présidentiels. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on espère sincèrement que le nouveau format vous plaît. On tient à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Utip et sur Tipeee, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Mesdames et messieurs, il faut absolument vous abonner. On avait dit pas d'imitation de Sarko. Au revoir.